Un nouveau numéro de 300 millions de critiques. Nous sommes toujours sur la terrasse de la Fondation Louis Vuitton pour un événement exceptionnel puisque vous savez que la Fondation va accueillir un certain nombre de chefs-d'œuvre du MoMA et je suis justement avec Glenn Laurie qui est le patron du MoMA depuis 1995 maintenant. Glenn, bonjour et bienvenue. D'une certaine manière, vous êtes un peu chez vous maintenant ici pour cette exposition qui démarre. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord comment l'accord a été conclu avec la Fondation et pourquoi vous avez accepté? Merci. Pour nous, c'est vraiment un plaisir de travailler avec la Fondation. Il y a maintenant 5 ou 6 ans, on a été invités de rêver à une exposition qu'on pouvait faire ensemble. Et nous avons pensé de faire une exposition ici à Paris sur le sujet du MoMA lui-même. Donc c'est une exposition de notre histoire avec les chefs-d'œuvre du musée. Et ce qui nous a frappé, c'était de travailler ici à Paris avec le bâtiment de Frank Gehry, parce qu'on connaît notre collection dans notre bâtiment. Mais ce bâtiment exceptionnel de Gehry nous permet de repenser à l'idée même du musée. Et c'est fascinant pour nous et j'espère que ça serait fascinant pour notre public. C'est pour ça, Glenn Laurie, qu'on va trouver des photos de Cindy Sherman, des œuvres historiques comme par exemple le Baigneur de Cézanne, des grands tableaux historiques de l'histoire américaine de l'après années 50, c'est-à-dire des tableaux de Frank Stella, des tableaux de Barnett Newman qu'on n'a jamais vus en Europe. Tout à fait. Et en plus, des chefs-d'œuvre un peu plus anciens comme le Signac, le grand fainéant, qui n'a pas été exposé ici depuis des cinquantaines d'années. Donc il y a les œuvres connues qui seront des grandes surprises parce qu'ils ne sont pas connus bien ici à Paris. En plus, les œuvres qui vont voyager ici pour la première fois, plus les œuvres des jeunes artistes. David Hemmons, par exemple, ou des photographes, ou même de la vidéo, enfin beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses comme Ian Cheng, un jeune artiste vidéaste, aussi le 40 Park Motet de Janet Cardiff, plus évidemment les grands chefs-d'œuvre de Pollock, de Rothko et des autres. Je peux être jaloux de la situation de quelqu'un qui dirige le MoMA depuis 1995, oui. Je ne sais pas, j'adore ce que je fais. La passion justement des musées. En France, il y a un grand débat sur, au fond, le fait que l'initiative maintenant est devenue de plus en plus privée par rapport aux institutions publiques. Est-ce que vous avez le même genre de conversation aux États-Unis? Non, forcément. Mais vous savez, aux États-Unis, on a une expression « the grass is always greener over there », c'est-à-dire on pense toujours à l'autre. Pour nous, on est privé, et on est privé depuis des centaines d'années, ouais. Depuis le début. Nous regardons les institutions publiques et on pense que ça serait formidable d'être comme eux. Mais enfin, on est ce qu'on est. Pour nous, la culture aux États-Unis, c'est quelque chose géré par les individus, par le secteur privé, et ça n'a été jamais géré par le public. Alors évidemment, la grande interrogation de beaucoup de gens qui sont des fous de peinture, c'est les demoiselles d'Avignon, Glenn. Pourquoi les demoiselles ne sont pas là? C'est une bonne question. Écoutez, notre style ont déterminé il y a une trentaine d'années que ce tableau était trop important pour l'histoire de l'art, comme la Joconde peut-être au Louvre, et donc c'est un des rares tableaux qu'on ne peut pas prêter. Avec regret pour nous, mais avec plaisir pour vous, puisqu'on ira vous voir à New York. Les travaux se terminent quand du MoMA à New York? En 2019. Donc notre vernissage sera ou au mois de juin ou dans l'automne. Voilà, les 300 millions de critiques qui suivent notre émission vont venir vous voir à New York. Merci Glenn, merci d'être venu nous voir en France. Voici le sommaire. Et nous allons commencer cette émission en parlant d'un auteur québécois, combattant de la francophonie, Michel Tremblay. Angélique Kidjo, la petite béninoise de Cotonou, devenue une artiste qui porte la voix de l'Afrique dans le monde entier, sort son autobiographie « La voix est le miroir de l'âme ». Nous l'avons lu et nous vous ferons partager nos impressions. Gauguin, voyage de Tahiti, film évoquant l'exil de Paul Gauguin à Tahiti, le peintre étant incarné par Vincent Cassel, est dans les salles. L'équipe l'a vu et vous en parle. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est parti. Nous sommes toujours à la Fondation Vuitton, nous sommes ravis de vous accueillir dans cette espèce de soleil couchant, cette lumière magnifique avec bien évidemment Alain Gerlache, bonjour mon cher Alain, qui représente, vous le savez, la RTBF, et Yves Bigot qui est le patron de TV5 Monde et que je salue aussi, avec Estelle Martin, qui elle aussi appartient à cette magnifique chaîne pour laquelle nous travaillons tous. À mes côtés de Radio-Canada, donc Mathieu Dugal et Michel Cerruti, qui lui appartient à la radio
télévision suisse et nous appartient aussi un petit peu, en tout cas tous les deux. Tout à fait. Nous allons commencer cette émission avec un auteur québécois, un personnage totalement emblématique, combattant actif de la francophonie qui s'appelle Michel Tremblay. C'est l'occasion d'évoquer, puisque nous sommes en pleine rentrée littéraire, son dernier livre qui s'appelle « Conversation avec un enfant curieux », qui est sorti aux célèbres éditions Actes Sud, pour lesquelles il a été reçu sur TV5 Monde. Je vous propose d'écouter un extrait de cet entretien avant de parler de ses livres, de ses combats. On est toujours l'enfant qu'on a été, de toute façon, et j'aime bien, c'est mon 5e livre de souvenirs d'enfance, j'aime bien aller fouiller dans l'espèce de logique naïve des enfants. Les enfants veulent comprendre, d'où l'enfant curieux. Les enfants posent des questions qui sont très importantes pour eux et qui peuvent être épouvantablement dérangeantes pour leur entourage. Alors, je suis allé fouiller à l'époque où, comme tous les enfants, je voulais comprendre. Je voulais tout comprendre. Et ça donnait le pourquoi du pourquoi du pourquoi du pourquoi. Ça partait toujours d'une conversation très simple avec ma mère ou avec mon père ou avec mon entourage. Et ça finissait, ça grossissait, et ça finissait souvent en espèce d'engueulade, parce que c'est sûr que pour un adulte, un enfant qui pose trop de questions auxquelles on ne peut pas répondre, c'est un peu fatigant. Alors, ça n'est pas un enfant malin. C'est tout simplement un enfant qui veut comprendre et qui n'est, dans un sens, jamais satisfait des réponses qu'on va lui donner. Mathieu, c'est à vous que revient l'honneur de parler de Michel Tremblay pour essayer de nous présenter le personnage, d'autant plus qu'il a beaucoup vécu avec Radio-Canada aussi. Ben oui, mais il faut dire qu'il est né par un concours de Radio-Canada. C'est fait 1964 quand même, son arrivée dans le monde littéraire. Écoutez, c'est extrêmement difficile de résumer cette carrière-là, tant c'est une carrière qui est... Protéiforme. Non, mais c'est phénoménal, là, la carrière de Michel Tremblay, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il arrive en pleine Révolution tranquille dans le paysage de la littérature québécoise. Il arrive aussi à un moment où la culture théâtrale, la culture littéraire au Québec est encore très conditionnée par ce qui se passe à Paris. Il y a beaucoup de regards vers la France dans la manière dont on écrit, dans la manière dont on parle aussi. Et Michel Tremblay arrive justement en défendant une langue qui est... Quelle est-elle, cette langue-là? Mais c'est la langue de sa mère. C'est la langue de son quartier, c'est la langue du plateau Mont-Royal, qui est donc ce quartier emblématique de Montréal, où il a grandi, la fameuse rue Fabre, qui est une rue c'est emblématique là, dans la littérature de Tremblay. Et donc, une condition très modeste, en 3 familles, dans un 7 pièces. Donc, vraiment, on est dans une période où les Québécois, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, anecdote, il y a une commission sur le bilinguisme et le biculturalisme au Canada. Et on trouve dans cette... en fait, on calcule lors de cette commission-là que le salaire, que le revenu des francophones à Montréal, sur 14 groupes linguistiques, les francophones sont seulement devant les Amérindiens et les Italiens en termes de revenus. Et là, on est à Montréal dans les années 60. Et donc, c'est ce creuset-là dans lequel naît Michel Tremblay. Et Michel Tremblay, entre autres choses, parce que c'est beaucoup plus que ça, c'est l'histoire de la réappropriation d'une langue, d'un français québécois dans la culture québécoise. C'est-à-dire que quand Les Belles-Sœurs est monté en 1968, ce sera le 50e anniversaire l'an prochain, c'est la première fois, ou presque, qu'on parle comme ça au théâtre au Québec. Et ça a divisé énormément, cette pièce-là, parce que certains disaient, mais ça n'a pas de bon sens, on ne doit pas montrer ça de nous au monde entier. Et ironie de la chose, c'est une des pièces les plus traduites dans l'histoire du Québec, les mêmes traduites en yiddish. Imaginez cette pièce-là. Paraît que les communautés juives se reconnaissent beaucoup dans ces femmes fortes-là, d'ailleurs, qui sont extrêmement présentes dans la littérature de Tremblay. La femme, la mère, la tante, la grand-mère, elle est présente, elle est omniprésente. L'amour pour sa mère conditionne beaucoup une partie de la carrière de Michel Tremblay. Donc, Michel Tremblay, c'est un monument, et pas seulement pour le Québec, mais vraiment pour la francophonie. Pour la francophonie. Ouais. Et pour nous tous. Est-ce que vous le connaissiez, Michel?
Cerruti. Oui. Alors, bien sûr, de nom, oui. Et puis, oui, un tout petit peu de lecture. Bien sûr. Puis en Suisse, Michel Tremblay, on le connaît, évidemment. On connaît plus l'auteur, on connaît plus l'artiste que le défenseur de la francophonie. Là, c'est quelque chose peut-être d'un petit peu plus récent qu'on ait entendu Michel Tremblay prendre position aujourd'hui pour expliquer que le français était une langue en danger, selon lui, et qui avait tendance à se disperser ou en tout cas à s'appauvrir. Mais bien sûr qu'en Suisse, oui, c'est quelqu'un qui est connu. Et puis alors, on n'a pas un personnage comme Michel Tremblay en Suisse pour défendre le français et lutter contre son appauvrissement. Parce qu'en Suisse aussi, il y a une bataille quand même. Il y a une vraie bataille autour du français qui est une langue évidemment minoritaire. L'allemand est la langue majoritaire, ou le suisse allemand est la langue majoritaire en Suisse très nettement. Il y a 2/3 à peu près de Suisse alémanique pour 20-25% de francophones. Mais ce n'est pas tellement contre l'allemand finalement que la lutte est la plus difficile en Suisse. C'est comme au Canada finalement, c'est contre l'anglais et les anglicismes que ça devient compliqué. Parce que la société suisse a tendance d'une manière générale à s'angliciser, pour des raisons presque économiques. Une bonne partie, c'est des choses très bêtes, mais une bonne partie des campagnes de publicité aujourd'hui en Suisse sont rédigées souvent. Le langage dans les entreprises, l'importance du marketing. Dans alors ça, évidemment, la Suisse étant reconnue pour ses marchés financiers, de services et autres. Grandes boîtes, Nestlé, etc. Alors, on est dans la mondialisation, on parle anglais, mais il y a un truc. Alors ça c'est aisément compréhensible. Ce qui est plus surprenant, c'est la pub. C'est qu'aujourd'hui, pour des raisons économiques, on décide de faire des campagnes de pub en anglais, de telle manière à ce qu'on n'ait pas besoin de les traduire en allemand, en français et en italien, voire en roman si on veut les faire essaimer dans tout le pays. Et donc on se retrouve avec des pubs qui sont en anglais, mais du coup on n'en fait qu'une campagne de publicité, puis on en a même partout. Mais évidemment au final, ça a tendance à appauvrir le français, mais aussi l'allemand d'une certaine manière, ça a tendance à appauvrir la culture, parce qu'il y a une fondation en Suisse qui s'appelle la Fondation Défense Français. Alors c'est pas une personne, mais c'est une association. Et une des choses qu'elle met en avant pour défendre le français, c'est évidemment le français en soi, mais c'est surtout la diversité culturelle. Il faut défendre les différentes cultures. Si vous défendez les différentes cultures, vous défendez les langues qui vont avec, et par conséquent, vous gagnez en puissance et en santé de ces langues, français compris. Voilà. Transportons Michel Tremblay en Belgique avec vous, Alain. Chez nous, le français n'est pas menacé. C'est vrai qu'il y a des bagarres. Vous les connaissez entre les Flamands et les Wallons. De petites bagarres. Mais le français, comme tel, n'est pas menacé. Je dirais même que nous sommes souvent plus attachés même au français tel qu'il est, et beaucoup moins enclin à utiliser les anglicismes qu'on utilise en France. Franchement, je pense que si on veut parler de la défense du français, il est temps qu'en France, on s'interroge aussi sur la manière dont on popularise un certain nombre de barbarismes anglais, parce que ce ne sont pas nécessairement des mots anglais. C'est le professeur d'anglais qui parle. Mais voilà, c'est vrai. Mais quand on est professeur d'anglais, on fait la distinction justement entre l'anglais et le français. Donc là, la situation est quand même un peu différente. Moi, je voudrais revenir quand même au livre. N'oublions pas ce livre, Confession d'un enfant curieux. Ce n'est pas son premier livre sur son enfance. C'est extrêmement attachant. Il défend le français avec, en effet, se parler joual, et on l'entend ce livre, pas seulement parce que ce livre est composé exclusivement de dialogues, on l'entend. Moi, quand je lis ce livre, j'entends le parler québécois, et je trouve ça extrêmement sincère, extrêmement attachant, et ça dit quelque chose, ce n'est pas anecdotique. D'une certaine manière, le combat de Tremblay, l'histoire de Tremblay, c'est un peu l'histoire et le combat de Télé5 Monde. Oui, bien sûr. Nous, on a pour mission l'apprentissage, l'enseignement du français, mais aussi sa promotion. Tous nos programmes sont diffusés en français, certes, pour beaucoup sous-titrés en 14 langues, mais la vision qu'on a du français, c'est celle que vivent au quotidien nos amis québécois, suisses ou belges. C'est dans la cohabitation avec les langues locales, nationale, voire d'ailleurs cohabitation avec l'anglais, l'espagnol, le portugais en Afrique ou l'arabe ou d'autres langues. C'est-à-dire que ce n'est pas une vision impérialiste du français qui était celui de la colonisation, c'est que le français puisse continuer à se développer, à coexister à côté des autres langues dans les différents pays. Alors, juste pour en revenir à Michel Tremblay, il a écrit des chansons. Alors, parallèle avec Régent Ducharme, dont on parlait il y a quelque temps, ce sont deux écrivains très différents, ne serait qu'ils apparaissent à la même époque. Ouais. C'est la Révolution tranquille, Mathieu, évidemment, nous raconte ça avec beaucoup évidemment, de connaissances et de précision, que tous les deux utilisent le parler de la rue,
et du Montréal et du Québec détaché de la France académique. Mais autant, alors il y en a un qui se cache et qui a une œuvre qui est vraiment réduite en quantité, autant l'autre est extrêmement prolixe. Donc il a écrit des chansons, alors lui aussi pour Pauline Julien, qui décidément aimait chanter les auteurs québécois, pour René Claude, Monique Lérac, et même pour une chanteuse lyrique. Marie-Nicole Lemieux. Qui a gagné le concours Reine-Elisabeth en Belgique aussi. Ah, très bien, voilà. donc ça a la place, hein, à un niveau élevé de qualité. Et une comédienne qui a été la première décorée des arts et lettres par notre nouvelle ministre de la Culture, Françoise Nyssen, lors du festival d'Angoulême, Denise Filatro, a beaucoup joué les pièces. Elle a d'ailleurs fait un film avec les textes de Tremblay, Denise Filiatro. Voilà, brièvement. Ce qui est frappant avec Michel Tremblay, c'est qu'on se rend compte que les écrivains français, alors je parle des écrivains, on pourrait parler de dramaturges ou même des artistes français, c'est qu'on a l'impression qu'ils ne se rendent pas compte de l'importance de la francophonie, alors que Michel Tremblay le souligne lui-même, il s'en est rendu compte de l'importance de la francophonie avec des auteurs qui venaient d'ailleurs. On peut penser à Dany Laferrière qui est haïtien, ou alors à Alain Mabankou. Alain Mabankou, il défend la langue française. C'est étonnant comme la francophonie, la langue française. Moi, je trouve en tout cas, à chaque fois que je discute avec les écrivains français de la langue française, ils ne vont pas me dire le contraire, mais ils ne sont pas ce regard-là. Et autre chose par rapport à Michel Tremblay, ce qui est intéressant, c'est qu'il défend la langue française, mais que lui, il écrit en joual, notamment dans son dernier livre, Paradoxe, mais en même temps, il dit que c'est comme Pagnol. Pagnol, il écrivait provençal. Donc, comme disait Yves, non seulement on défend la francophonie, défend le français, mais aussi toutes les langues qui gravitent autour. Et le joual est un à côté du français qui est assez troublant. Et ce que j'aime dans ce livre, ce qu'il raconte, on voit un jeune homme, un enfant curieux, irrévérencieux, est-ce qu'il le fait exprès ou pas, qui est toujours en train de remettre en question notamment la religion. On le connaît avec la Révolution tranquille. En même temps, au Québec, remettre en question la religion, c'est un peu une ligne éditoriale. Hein. Oui, mais à cette époque-là, c'était quand même c'était compliqué. Oui, mais aujourd'hui, c'est un peu le nouveau normal. Exactement, mais là, il était tout petit. Là, il était tout petit et sa mère est un peu offusquée. Ouais. C'est pareil. Et en fait, avec les femmes, et là aussi, c'est la dimension féministe de Michel Tremblay, c'est qu'il met en place, donc, dans les belles sœurs, ce ne sont que des femmes, avec des femmes hautes en couleur. D'ailleurs, la dernière représentation, c'était une comédie musicale, c'était au Rond-Point en 2012. Donc j'espère que ça va revenir, parce que Les Belles Sœurs, c'est quand même une pièce qui est extrêmement truculente. Et il défend les femmes, et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il défend en quelque sorte les minorités, qu'elles soient francophones, qu'elles soient femmes, qu'elles soient homosexuelles. On sent qu'il y a ça aussi derrière son œuvre. Sans que ça revête une sorte de mentalité d'assiégé, parce que il y a quelque chose qui est toujours terrible, c'est le côté fort à l'amour justement de la francophonie, une certaine forme de gaieté quand même qui est importante. Un mot et on en termine. Oui, c'est exactement ça. Je voulais simplement rebondir sur ce que disait Estelle. C'est que des fois, la chose dont on a la peine à se rendre compte en France, parce qu'en France, on ne parle que le français. Par contre, dans tous les autres pays de la francophonie, le français est une des langues qui est parlée, souvent une des langues minoritaires. Donc on a beaucoup plus conscience en Suisse, au Québec ou ailleurs. C'est ce qui fait toute la différence, voilà, Michel, bien sûr. De la nécessité de ça et peut-être de cette non-capacité de prendre en compte cela quand on est en France directement. Oui, c'est vrai que le breton, le provençal, l'occitan ont du mal. Du breton, du provençal. Mais c'est pas très bien. Voilà, typiquement. Non, mais c'est pas vraiment. Je plaisante. Guillaume pratique le basque. Voilà, je pratique le basque. Qui est une langue, car le basque a une grammaire, une langue totalement mystérieuse. Personne ne sait d'où vient le basque, alors que pour beaucoup d'autres langues, les origines ont été identifiées. Sur Twitter, Joy, fan de Michel Tremblay, nous fait partager sa lecture de week-end, un petit bijou de Michel Tremblay, qui, dit Joy, redonne le goût des livres neufs qui craquent et qui font sourire. Le compte Twitter, la page Facebook de l'émission, pour nous faire part de vos commentaires. Si vous voulez savoir, deuxième sujet de l'émission, comment Angélique Kidjo, que nous adorons ici, la petite béninoise de Cotonou, est devenue une sorte d'impératrice de la musique africaine dans le monde, une artiste qui porte la voix de l'Afrique justement sur la planète entière. Je vous conseille de lire La Voix et le miroir de l'âme. C'est une autobiographie publiée aux éditions Fayard, dont nous allons parler évidemment dans un instant, juste après avoir écouté, c'est tout à fait normal, la divine Angélique.
la megale paru fetta blu. O yawanu yattanno mere marununde dakuno yakusu agolle. O yawanu yattanno mere marununde dakuno yakusu agolle. C'est l'amour, 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 c'est l'amour. Alors, ma chère Lise Lauretiat, d'abord bonjour. Angélique Kidjo, la voix est le miroir de l'âme. C'est les mémoires, donc ce sont les mémoires, pardonnez-moi, d'une diva engagée qui publie les éditions Fayard. Au fond, qu'est-ce que ce livre apporte à la connaissance d'Angélique, dont nous chroniquons depuis maintenant des années tous les albums? Moi, j'ai découvert son attachement profond à la culture africaine. Et pourtant, Dieu seul sait que sa vie n'a pas été facile. Moi, j'ai été aussi étonnée de voir les défis qu'elle a dû relever. Elle part de chez elle, elle est chanteuse. Un soir, on la traite de prostituée, donc elle a même failli arrêter. Elle se bat contre également le régime marxiste de Mathieu Kérékou, où les artistes, comme on est dans la Révolution, on doit chanter pour Mathieu Kérékou. Elle arrive en France, maintenant elle est avec le statut qu'elle avait au Bénin, où elle était déjà une chanteuse confirmée. Il faut se remettre en scène, et on sait que beaucoup d'artistes africains n'ont pas réussi, beaucoup ont arrêté même d'ailleurs leur carrière. Et je trouve également que ce qui est vraiment fort, c'est que je me dis, si le continent africain était vraiment uni, on l'aurait nommée ministre africaine de la culture, parce qu'elle s'est battue pour valoriser les musiques traditionnelles. Elle et son mari ont fait tout le tour du Bénin pour récolter les sous. C'est une très jolie photo de son mariage, d'ailleurs, à l'intérieur de l'album. Voilà, où elle disait qu'elle n'avait pas malheureusement de l'argent pour s'acheter une belle robe de mariée. Mais bref, elle a revalorisé ses musiques traditionnelles. Elle a fait le tour du Bénin, elle est allée au Kenya, et même elle essaye toujours de faire le pont entre ces musiques africaines et les musiques des Caraïbes et d'Afrique. Et je trouve que vraiment en ça, elle ose vraiment se battre pour des causes pour lesquelles certains ont même déjà un peu abandonné. Et puis évidemment, on ne peut pas terminer sans parler de son combat pour les femmes, parce que non seulement au sein de l'UNICEF, elle s'est battue pour les femmes, mais elle a été plus loin. Oui. Elle a créé la Fondation Batonga en disant, c'est bien, il y a beaucoup de choses pour les femmes au primaire, mais en secondaire, pour les femmes, c'est très important. Les jeunes filles, c'est à cet âge parfois qu'elles sont violées, c'est à cet âge qu'elles se marient, mariage de force. Donc elle s'est battue jusqu'au bout. Et je trouve qu'aujourd'hui, d'avoir un modèle, comme elle a eu d'ailleurs Myriam Makeba qui s'est battue pour l'apartheid, c'est important pour la jeunesse africaine. Je pense qu'on ne mesure pas tout ce qu'elle a dû affronter pour arriver à devenir aujourd'hui l'une des femmes les plus influentes du monde. Voilà, et c'est quand même d'abord et avant tout une grande chanteuse. Et là, on voit passer des personnages, James Brown, Peter Gabriel, les musiciens de Massive Attack, plus tous les producteurs qui ont travaillé avec elle, notamment l'un des producteurs de Prince pendant des années. C'est une des plus grandes chanteuses du monde, tout simplement, Angélique Kidjo. Et c'est de ça dont on peut aussi parler, parce que ces mémoires sont des mémoires qui ne passent pas à côté de la musique. Ah non, bien sûr, c'est la musique constituante, hein, c'est ce qu'elle explique, c'est que c'était plus fort qu'elle. C'est ce qui lui a donné sa force, hein, c'est que rien ne pouvait l'arrêter de chanter. Je pense que ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est à la fois les photos, hein, parce que bébé, elle a des photos de toute sa vie, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les artistes et des Africains, parce qu'ils peuvent avoir perdu ces photos. Ou, on voit Carlos Santana, pour par exemple. Vous rappelez, prêt pour la Révolution, la lutte continue. Voilà. Ça, c'est ce qu'étaient obligés de dire les Béninois sous le régime marxiste. Voilà, que Angélique Kidjo a fui pour venir s'installer à Paris. Mais tous les souvenirs de son enfance, hein, je trouve, quand elle raconte son enfance à Cotonou, dans la famille de son père à Ouida, la ville, la capitale du vaudou mondial, c'est absolument passionnant qu'elle raconte justement cette vie africaine, locale, avec la traduction. Parce que c'est quelque chose, vous qui nous regardez au Bénin ou en Afrique, on a du mal, nous, les Blancs, à vraiment pouvoir comprendre comment en fait vous connaissez votre histoire. Puisque contrairement à ce qu'affirmaient Nicolas Sarkozy et Henri Guénaud lors du fameux discours de Dakar,
l'homme africain, il est dans l'histoire depuis peut-être plus longtemps que nous en réalité, mais cette histoire, vous la connaissez, elle le raconte très bien. Angélique, comment on connaît ses ancêtres sur de très nombreuses générations, etc. Et alors évidemment avec ces idées qui sont liées au vaudou et puis à la spiritualité africaine d'ancêtres qui, alors on ne dit pas réincarnés, mais enfin qui vous protègent, qui deviennent vous. Elle est la première dans sa famille depuis plusieurs générations à être protégée par une figure masculine. Et puis après, comme vous le disiez très bien, Lise Lors, son arrivée à Paris, ses premiers groupes Pili Pili avec le pianiste néerlandais Jasper Van Tosch, etc. Puis évidemment, la gloire, les 3 Grammy Awards, les concerts avec Carlos Santana, avec Peter Gabriel, avec Paul Simon. Les 2 préfaces, il faut le dire, sont écrites par Alicia Keys, la grande chanteuse new-yorkaise, et par le révérend Desmond Tutu. Donc, c'est une vie incroyable, la vie d'Angélique Kidjo, qui d'ailleurs était il y a quelques jours la première invitée de la nouvelle formule internationale sur TV5 Monde et RFI avec le journal Le Monde, présenté par notre nouvelle amie Françoise Joly. Alain. Moi, ce qui m'a frappé, c'est... dans ses mémoires. Dans ses mémoires, c'est ce qu'elle dit d'Aretha Franklin. Elle dit l'année de mes 12 ans, l'album d'Aretha Franklin, Amazing Grace, est arrivé chez nous. C'était la première fois que je voyais une noire sur une pochette de disque. Aretha est vêtue d'une magnifique robe africaine. Le simple fait de voir une chanteuse américaine porter une robe africaine a été pour moi un énorme choc. Elle regarde droit dans l'objectif avec un petit sourire et un regard tellement serein. Tout dans cette image évoque des chemins qui s'ouvrent et un monde de possibilités. C'est Aretha Franklin, l'américaine, qui lui fait prendre conscience de son africanité et de sa situation de femme. Et le lien entre les deux est évidemment marquant. Et à partir de là, évidemment, c'est une carrière où elle ose tout. Un de ces albums que moi je préfère, parce que c'est un exemple vraiment réussi de jumelage entre une chanteuse africaine et la musique symphonique, c'est l'album Sings qu'elle a enregistré avec l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg. Ça montre bien qu'à partir de là, ce n'est pas un repli. Le fait de l'identité d'africaine et de femme, c'est un point de départ vers l'ouverture. Et ça, au moment où on a tellement d'interrogations sur ce qui est identitaire, c'est peut-être bien de rappeler que l'identité, c'est ce qui ouvre vers les autres. Mathieu, Angélique Kidjo, mémoire. Ce que j'ai beaucoup aimé là-dedans, en fait, c'est de voir... Voici le livre édition Fayard. Parce qu'on connaît, sa carrière post-arrivée en France, on la connaît davantage. Mais tout ce qui vient auparavant, moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là, c'est de voir aussi la figure du père qui a décidé, qui a dit que le père dit, moi, mes enfants vont aller à l'école, mes enfants vont... 10 enfants. Les 10 enfants, pas un, pas deux. Et des filles en plus. Bien sûr. Et de voir que il y a une décision à la base de sa carrière qui a été prise par son père qui a dit tu es une fille et tu vaux la peine qu'on t'éduque, que tu ailles à l'école, que tu apprennes des choses. Et ça, moi, j'ai beaucoup aimé et elle en parle beaucoup, avec beaucoup de tendresse, d'une part. Et d'autre part, on parle de ce livre-là comme d'une diva. En fait, le sous-titre, c'est Confessions d'une diva, mais c'est pas nécessairement les divas auxquelles on est habitué. Quand on pense aux divas, on pense... comme Céline Dion. Ouais, quoique Céline Dion, le rapport à la famille est très important. Exactement, aussi. Céline Dion, dans un autre registre. Laissons-lui ça. Mais c'est pas une diva, la Maria Callas. Moi, j'ai beaucoup d'anecdotes de gens qui l'ont côtoyée au Québec parce que vous savez qu'elle est très populaire au Québec et c'est quelqu'un qui... Céline Dion? D'emblée... c'est quelqu'un qui, d'emblée, suscite l'affection. Elle est très facile d'approche. Et j'ai parlé avec un animateur d'Ici Musique qui s'appelle Philippe Fémiou, qui l'a dirigé notamment en Gaspésie, où elle a joué avec Betty Bonifaci au Festival du bout du monde, donc vraiment à l'extrême est du Québec. Et Philippe me disait comment c'était une femme qui était d'une générosité remarquable. Et avec le parcours qu'elle a, c'est quelqu'un qui aurait pu ériger vraiment une barrière entre elle et le monde. Et on dirait qu'elle est demeurée toujours consciente, et on le sent dans le livre, cette espèce de générosité-là qui l'habite toujours. Elle aurait pu
pu construire une barrière entre elle et le monde. Et on la voit jouer, par exemple, dans des petits festivals de musique du monde, au Saguenay, dans le nord du Québec. Et donc, elle ne cherche pas nécessairement Carnegie Hall, elle ne cherche pas nécessairement les foules de Hyde Park. Elle pourrait n'être que dans ce monde-là. D'ailleurs, elle habite New York. Mais elle est encore très habitée par le fait de passer un message, le fait de sensibiliser, le fait de donner tout ce qu'elle a eu. Et ça, c'est vraiment inestimable. C'est vraiment, en fait, c'est estimable ce qu'elle montre dans ce livre-là. La voix est le miroir de l'âme, donc l'importance du jazz, puisque c'est aussi la musique que vous aimez par-dessus tout, Michel, cet accompagnement justement entre la naissance d'Angélique Kidjo comme grande artiste et le jazz est un phénomène qui est même antérieur justement à l'accompagnement qui va être celui du pop rock, en tout cas des grandes stars de la musique pop. Elle s'est très vite approchée de ce monde-là. Ouais, oui. Alors, elle a métissé véritablement les choses, mais elle n'a pas juxtaposé les musiques. Elle a créé quelque chose qui est sien. Elle a un style musical qui lui est propre. C'est elle qui écrit, même si elle explique que malgré qu'elle a suivi des cours de musique à Paris, quand elle est venue à Paris, elle a rapidement abandonné. On lui a fait abandonner ce solfège et d'harmonie parce que ça l'embêtait prodigieusement. Mais en même temps, elle avait une mémoire suffisamment grande pour pouvoir pour pas véritablement en avoir besoin. Et sa musique, ce qui est intéressant, c'est que c'est elle, et puis ça va au-delà de simplement être elle, et ça va au-delà d'une simple juxtaposition véritablement. C'est un métissage. Et je pense que c'est possible parce que ça revient à ce que disait Yves tout à l'heure. C'est-à-dire que comme elle est complètement investie de son identité propre, identité qu'elle a pu créer parce que son père lui a dit « ton arme absolue, c'est ton cerveau, il faudra aller à l'école, il faudra croire en toi, etc. » Et donc, elle sait qui elle est, elle a son identité, elle n'a pas besoin de se perdre. Donc, comme elle est complètement ancrée quelque part, ça lui permet ensuite d'aller ailleurs, de voir ailleurs et d'être animée par cette sincérité, cette volonté de donner un message qui l'anime depuis le départ et qui n'a pas changé. C'est quelqu'un qui est totalement généreux, qui est totalement investi, en tout cas dans la musique qu'elle fait, dans la façon dont elle est, et qui est sincère, qui est ce qu'elle est. Elle ne joue pas un rôle. Elle n'a jamais renié ses origines. Elle est Angélique Kidjo, et parce qu'elle est Angélique Kidjo, elle peut aller vers le reste du monde, et le monde est capable de prendre ça et de l'accueillir de ses bras parce qu'elle est sincère. Et c'est ce qui fait une force incroyable de cette artiste. Angélique Kidjo, nous passons à l'interactivité. Merci, votre passion est une artiste qui écume les plus grandes scènes internationales. Et notamment, donc, sur Instagram, vous trouvez des photos que Robert partage, une magnifique photo d'Angélique dansant, non pas à Montreux, avec Michel, mais au San José Jazz Summer Festival. Pour réagir, le compte Twitter de l'émission, notre page Facebook. Ma chère Liselor, on vous quitte, ainsi que vous d'ailleurs, Yves. Nous allons prendre connaissance du tour du monde de l'actualité francophone avec le Zap Culture et on se retrouvera pour le dernier sujet. Sentinelle parce que conscience tout court ne sert à rien. Ça rime avec résistance, résistance face en tout cas à tout ce que nous trouvons mauvais pour notre société. Voici les coulisses d'une de ses performances devant des déchets plastiques rejetés par l'océan. Liu Bolin tient la pose pendant des heures. Ses photos ne sont jamais retouchées. Sa disparition a toujours du sens. C'est une exposition immersive où le visiteur déambule au milieu d'installations digitales au son de musiques électroniques. La particularité des nuits sonores est de ne pas se contenter d'être festives, des forums et des conférences sont organisés. C'est de transformer l'Europe aujourd'hui avec la culture, etc. Cette partie de débat est très importante pour nous. Oh bon, on a perdu un être exceptionnel. Il me restera quelque chose dans le frigidaire. Tex Lecor a succombé à la légionellose. Il avait 84 ans. Maria Callas interprète Médée, l'un de ses rôles les plus marquants. Durant sa carrière, elle se produira à 24 reprises ici à la Scala, théâtre d'opéra mythique. Des vidéos d'époque, mais aussi des posters, des bijoux, des costumes. C'est une partie de la vie de la cantatrice qui est aujourd'hui exposée à Milan. Des portraits qui semblent appartenir à un autre temps, et pourtant, ces visages appartiennent à notre époque, mais sont uniques par leur procédé photographique. Un jour, j'ai découvert le collodion humide, j'ai vu Saliman, un artiste très connu qui utilise ça, et je me suis dit, tiens, je vais essayer. J'ai regardé comment on faisait, j'ai vu que c'était pas facile, mais que c'était réalisable.
Et voilà, mais je tenais absolument à voir cette esthétique-là, en fait. J'étais fasciné par ce que je voyais. Déjà plus de 200 000 visiteurs au musée des arts décoratifs. Ils évoluent dans l'univers du créateur Dior et la peinture, Dior et les fleurs. Après la femme, disait-il, les fleurs sont les créations les plus divines. C'est un monument, d'une certaine manière, un monument du patrimoine national. Et c'est une archive et un patrimoine très vivant. Et je crois que ce patrimoine, il a encore de belles décennies, voire de beaux siècles devant lui. Pierre et Pénélope ont décidé de rompre. Après une dernière nuit d'amour passionné, le sort joue un tour à ces deux amants. Ils se réveillent chacun dans le corps de l'autre. Réveille-toi, il est 15h. Ta tête. Ta tête, c'est ma tête. Une femme égale une mère, égale ce qu'on jalouse depuis toujours, en fait. Parce que l'homme, il a peur de la femme. Et donc, pour une fois, j'ai pu me rendre compte de ce que c'était que d'être une femme. Les chebabs n'aiment pas les filles qui courent. Une fille qui court, qu'est-ce que ça veut dire? C'est rien qu'une putain. Rentre chez toi, jeune fille, et ne montre pas tes jambes. Tu n'es pas une occidentale. Ces types-là, ils ne comprennent pas pourquoi une jeune fille comme moi veut faire du sport. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent que le meurtre et la terreur. Parce qu'avec son cow-boy Hank, Herzl en profite pour tourner à peu près tout au ridicule. C'est assez typiquement flamand. Il faut que l'humour soit un peu grinçant, il faut que l'humour soit un peu noir. Car oui, sachez-le, se foutre de tout, c'est du sérieux. Troisième sujet, Gauguin, Voyage de Tahiti, vient de sortir sur les écrans francophones. C'est un film qui évoque donc le premier exil de Paul Gauguin, le grand peintre à Tahiti, incarné par Vincent Cassel, la superstar du cinéma français. Ce n'est pas vraiment un biopic, mais c'est un film autour de ce voyage qui est réalisé par Édouard Deluc, dont je vous propose de regarder la bande-annonce alors que Estelle Martin nous a rejoint, avant de parler de ce film donc et de la mode des biopics sur les peintres. Je suis un grand artiste. Et je le sais. C'est proche du supplice, toutes ces couleurs vivaces. Désolé, personne n'en veut. Faut y aller là, faut se tirer d'ici. Il n'y a plus un visage, il n'y a plus un paysage qui mérite d'être peint ici. Pourquoi partir maintenant? Parce que j'étouffe. Non, pas avec toi, Paul. Vous un sauvage, un cher Gauguin. Pas l'autrice. Et toi? Tu as décidé de t'en souvenir. Je peins, je dessine toute la journée. Je ne me suis jamais senti aussi aiguisé. Oui, toi, Paul Gauguin. Mira, ouais, Puis qu'elle est là, je revis. Faut que tu m'aides. Moi, je dois la nourrir, ma femme. C'est des raisons d'être inquiet pour votre santé, Paul. Vous devez retourner en France. Je suis un enfant. Je suis un sauvage. J'ai tellement enduré de souffrance pour poursuivre ma voie. Je continue mon chemin. J'ai un but. Je suis un grand artiste. Et je le sais. Alors c'est assez intéressant de voir à quel point le cinéma, qui est un art de l'image, a une sorte de culpabilité à l'égard de la peinture. On parlait de Godard lors d'une précédente émission. Il a beaucoup écrit sur le cinéma comme étant peut-être le parrain pauvre de la peinture. Depardieu collectionne Rodin, les grands artistes américains sont des collectionneurs. Enfin, il y a toujours cette idée chez les grands artistes de cinéma qui sont les parents pauvres de la peinture, d'où cette mode du biopic. Egon Schiele, Van Gogh, évidemment, le film de Piala. Le site Sens Critique a recensé 51 films qui sont des biotiques de peintres. Voilà, par exemple, Ed Harris, le grand acteur américain qui a fait un film sur Pollock. Etc., en remontant dans le temps, évidemment. Mais c'est quand même impressionnant. Je n'ai pas vérifié, hein, mais une cinquantaine. Pourquoi? Est-ce que vous croyez qu'il y a cette culpabilité du cinéma à l'égard de l'image? De toute façon, l'image, il y a ce qui est pictural. Bon, ça c'est clair.
peut-être aussi très pratiquement le fait que les peintres, leur visage est peut-être déjà un peu moins connu, et donc on n'a pas cette espèce de biais qui est dérangeant, je trouve, dans un certain nombre de biopics de gens que l'on connaît, de se dire « Oh, l'acteur, il ne ressemble pas bien, on ne dirait pas que c'est lui, etc. » Vous savez que la plupart, c'est le site Huffington Post qui le faisait remarquer, la plupart des affiches de biopics montrent toujours les personnages centraux de dos. Parce que si on les monte de face, les gens vont se dire « il ne ressemble pas bien, je ne vais pas aller voir le film ». On ne voit pas le tableau qu'ils sont en train de peindre. Tandis que les peintres, tandis que les peintres, évidemment, sauf les plus connus comme Van Gogh, on les connaît sans doute un peu moins dans leur visage. On connaît peut-être aussi moins leur histoire et leur biographie. C'est donc peut-être un peu plus facile, un peu plus libre et sans doute artistiquement un peu plus riche de faire un film biopic ou un film biographique d'un peintre. Cela dit, cette mode commence peut-être à devenir dérangeante. Ces semaines-ci, il y a... Voilà. Non, mais en plus, vous citez d'autres artistes, Barbara, etc. Il y a d'autres films qui sortent. Trop de biopics vont tuer le biopic. Quelle est l'explication que vous donnez justement à cette idée que le cinéma s'intéresse beaucoup ces derniers temps à la peinture? Ben, en fait, moi, j'aurais le goût de dire qu'au Canada, il faudrait que le cinéma sente davantage de culpabilité envers la peinture parce que nos peintres sont assez absents. Et en fait, notre rapport à l'art visuel est beaucoup moins marqué par le star system qu'il ne peut l'être ici en Europe. On peut penser en France, même aux États-Unis. On a des grands peintres. Et c'est un peu dommage parce qu'on a quand même une scène qui est relativement forte. C'est sûr que le marché de l'art n'est pas ce qu'il est à New York, n'est pas ce qu'il est à Londres, n'est pas ce qu'il est à Paris. Mais quand on regarde dans l'histoire du Québec, des bonnes histoires à raconter en peinture, il y en a beaucoup. Riopelle. Bien évidemment, il y a Riopelle, il y a Bordua, il y a tous les peintres qui ont gravité autour du mouvement Refus global, qui était vraiment, qui est vu dans l'histoire comme un peu le début de la fin du duplessisme, qui était vraiment la période noire. On appelait ça vraiment c'était une période extrêmement sombre au Québec. Et donc, cette histoire-là, elle n'est pas racontée. Et dans le cas, par exemple, de Refus global, il y a plein d'histoires très intéressantes. Notamment, récemment, il y a Anaïs Barbeau-Lavalette, qui est vraiment une de nos grandes auteurs, qui est la petite fille d'un des signataires de Refus global, dont la mère a été abandonnée par sa propre mère. Et donc, elle règle d'une certaine manière les comptes avec sa grand-mère et donc une génération d'artistes qui ont privilégié justement l'engagement politique, l'engagement artistique sur l'engagement familial. Et c'est un livre qui est magistral, La femme qui fuit. Ça pourrait faire l'objet d'un très bon film avec en toile de fond, justement, c'est le cas de le dire. Un biofilm. Un biofilm avec en toile de fond toute cette recherche formelle qui a été faite en art visuel au Québec à cette époque-là. Et après, bien, il y a toutes sortes, il y en a des générations de grands peintres qu'on pourrait mettre en scène et ce n'est pas du tout le Il y a un film quand même qui va sortir sur Maud Lewis qui s'appelle Maudie. Alors c'est avec Ethan Hawke et Sally Hawkins qui va sortir en 2017. Oui. Et c'est en fait, après, moi, j'ai découvert cette peintre canadienne qui a été femme de ménage et qui a elle aussi vécu dans le dénuement parce qu'elle a eu une notoriété plus tard. Ça fait penser un peu à Séraphine aussi, qui avait été avec Yolande Moreau. Vous savez, elle avait repris le rôle de cette peintre qu'on connaissait peu. Donc peut-être que ça commence à... Ou alors, est-ce qu'elle est intéressante, Maud Lewis? Est-ce que c'était la personne, peintre, l'artiste à montrer? Il faut dire qu'au Canada, les deux solitudes, elles sont très présentes. En peinture comme ailleurs, ce qui se passe du côté anglophone n'est vraiment pas très présent du côté francophone. Et si on pouvait commencer par quelque chose, c'est sûr que Riopelle serait probablement la figure la plus intéressante parce que, évidemment... Un grand artiste abstrait. Il y a beaucoup à dire sur ce qu'il a fait ici à Paris notamment, mais toute la réinvention de la peinture québécoise et tout le contexte dans lequel ça s'est fait. Le personnage lui-même de Riopelle est absolument fascinant. Comme Pollock, comme Barnett Newman, comme tous les grands peintres américains de cette époque, enfin du continent américain de cette époque. Absolument. Ils ont mis finalement à bas la culture classique en revendiquant absolument l'abstraction et une certaine forme de radicalité. On aurait pu ajouter dans les biofilms
Turner, qui a eu un certain succès justement sur ce grand peintre anglais, qui est un très bon film, qui montre un personnage d'ailleurs pas très agréable, ça qui est extraordinaire parce qu'on enjolive tout ça. Je voudrais signaler pour Gauguin que donc Gauguin était malade, donc il revient en Europe, puisqu'on parle quand même de ce film avec Cassel, il revient en Europe parce qu'il avait des problèmes cardiaques, qu'on a très très peur, et finalement il repartira aux Marquises pour finir par mourir dans le déniement absolu et dans l'alcoolisme. Et Vincent Cassel est assez remarquable dans ce rôle où il est quand même très très seul, hein, parce que c'est vrai qu'il faut dire que dans ce film, sa compagne est magnifique, mais c'est vraiment un film où on voit lui et la nature et les couleurs. Et en gros plan, on le suit vraiment. Voilà, oui, c'est vrai que si on n'aime pas Vincent Cassel, il faut passer son tour. Pourquoi le cinéma a cette culpabilité à l'égard de la peinture? Est-ce que c'est finalement une sorte d'hommage qui est rendu à la peinture par le deuxième art de l'image que serait le cinéma? Je ne sais pas si c'est un sentiment de culpabilité, mais j'aurais tendance à vous verser le couplet ou vous réciter le couplet de l'opportunisme, parce que c'est vrai qu'il y a eu des films biographiques de peintres de tout temps, hein, ça remonte aux années 30 pour les premiers. Oui. On peut penser au film de Schnabel sur Basquiat dans les années 90, ou Clouseau, le mystère Picasso dans les années 50. Voilà. Alors c'est pas des biopics, là il le suit Picasso dans l'acte de création, c'est un film magnifique en l'occurrence. Kirk Douglas a même joué Van Gogh. Absolument, il y a des Van Gogh et des Rembrandt, il y en a eu alors un certain nombre. Moi j'ai le sentiment aujourd'hui qu'il y a une accélération dans ces films-là pour deux raisons. D'une part, parce que les expositions de peinture sont devenues de plus en plus populaires à travers le monde. Aujourd'hui, c'est devenu très à la mode d'aller visiter. Il faut avoir vu, on se bouscule. Il y a des millions de visiteurs dans cette fondation qui sont venus voir les expositions de peinture, par exemple. Avec notamment les tableaux de Gauguin absolument extraordinaires pour la collection Schoutkin. Tout à fait, qu'on a vu, dont on a traité dans cette émission d'ailleurs. Voilà. Alors, il y a ce phénomène qui existe aujourd'hui. Donc j'ai l'impression qu'un peu par opportunisme, le cinéma peut aussi suivre ce mouvement, d'autant que la littérature le fait aussi. On a vu, quand il y a eu l'exposition Paula Modersohn-Becker ici à Paris, il y a eu un roman de, je crois, Marie Dariussec qui parlait de sa vie. Michel Laya, l'auteur suisse, a écrit sur Louis Souter, probablement. C'est ainsi que s'intitule le bouquin. Frédéric Pagin qui avait écrit sur Van Gogh à l'époque. Donc il y a un mouvement un petit peu global. Et pourquoi? À mon sens aussi, parce que les peintres, souvent, ce sont quand même des vies qui sont extrêmement tourmentées, dans le déhuman, dans la pauvreté. En général, la reconnaissance ne vient que post-mortem. Donc vous avez tout. Vous avez souvent les drogues, l'alcool, le sexe, le tourment, l'oubli, finalement le succès, mais nous on le sait, eux ne le savaient pas. Donc vous avez tous les éléments pour faire un drame parfait, ou en tout cas quelque chose au niveau du scénario qui tient la route. Donc il n'y a pas de raison de s'en emparer, d'autant plus qu'aujourd'hui, en plus, il y a une visibilité au niveau du public, à travers les tableaux, à travers les ventes aux enchères aussi, qui ont popularisé, ne serait-ce que par les prix démentiels aujourd'hui des Modigliani ou autres, qui sont vendus, ou des Basquiat, qui font qu'aujourd'hui, monsieur, madame, tout le monde s'intéresse à l'art pictural, alors que peut-être, il y a 30 ans en arrière, c'était une chasse un tout petit peu plus gardée de certains connaisseurs ou d'une certaine élite. Et s'intéresser, moi, monsieur, madame, tout le monde n'a pas peut-être Picasso, Van Gogh, Rembrandt, enfin les tout grands. Aujourd'hui, il y a une popularisation de la peinture. Et peut-être que c'est une raison aussi pour laquelle le cinéma s'en empare un petit peu plus. Voilà, Gauguin, d'ailleurs, le film raconte en partie non seulement l'histoire de cet itinéraire, de ce voyage pour décentrer la peinture vers d'autres mondes, la couleur, les animaux, la poésie, la simplicité, mais raconte aussi l'histoire d'amour entre Gauguin et cette jeune fille qui, comme elle est beaucoup plus jeune que le Gauguin malade qu'incarne magnifiquement Cassel, va finir par s'intéresser à quelqu'un de plus jeune. Donc il y a effectivement une sorte de tension amoureuse au sein de ce film. Vous ne trouvez pas que ça fait penser aussi à La Belle Noiseuse? Parce que juste un mot, si on aime les toiles de Gauguin, de Rivette, oui, avec Emmanuel Béard et Michel Piccoli, parce que là on voit Gauguin à l'œuvre, Gauguin qui fait poser et qui, on voit comment il manipule, c'est le terme exact, il manipule cette jeune femme pour avoir le tableau parfait, et après on voit la scène du film qui renvoie au tableau. Moi j'ai trouvé ça assez intéressant, et puis quand on aime Gauguin, voilà, c'est des toiles emblématiques, des chefs-d'œuvre, et là on a un petit peu l'impression d'être à l'origine du... Voilà, Gauguin, Grand Palais. Le Gauguin l'alchimiste au Grand Palais du 11 octobre au 22 janvier, il a plus de 300 œuvres. C'est vrai qu'on avait parlé de la Fondation Beyeler, on a vu des toiles ici à la Fondation Vuitton, mais on n'a pas l'occasion de voir autant que ça les œuvres de Gauguin, enfin pas assez à mon goût. Donc voilà, ça sera vraiment l'occasion de voir non seulement ce qu'il a fait en tant que peinture, mais aussi sculpture et céramique. Donc voilà, à partir du 11 octobre, ça ne sera à ne pas rater. Je pense que ça va être l'affluence monstre. Ça sera à partir du 11 octobre, je me répète, au Grand Palais. Gauguin, Voyage de Tahiti, donc, est attendu. Il s'agit du film, donc par de nombreux internautes auxquels Vincent Cassel a fait profiter de nombreuses photos du tournage. Sa joie, évidemment, de tourner à Tahiti et aux Marquises. Le compte Twitter et la page Facebook de l'émission attendent vos commentaires aux adresses qui s'affichent en bas de l'écran. Michel, coup de cœur. Alors,
Mon coup de cœur cette semaine, c'est la dernière BD de l'auteur suisse Anna Sommer. Anna Sommer, c'est un petit peu un des 3 mousquetaires, il y en a 4 comme chez Dumas, avec Noyau, Mix et Remix et Pajac du renouveau graphique suisse. Et elle est publiée aux très sélectives et excellentes éditions, les Cahiers dessinés Anna Sommer. Mathieu Dugal. Ben moi, c'est très diaphane. C'est un fichier numérique dont je vous parle. C'est un album d'une Québécoise. En fait, la semaine dernière, on parlait de ces femmes en musique électro. Eh bien, je voudrais vous proposer Cry. L'album s'appelle Scavenger. C'est vraiment ce qui se fait de mieux dans la pop électro québécoise actuellement. Camille Poliquin, c'est son vrai nom, d'un duo qui fait de plus en plus parler de lui. Le duo s'appelle Milk and Bone. Mais là, donc, c'est la version solo. Donc, Cry. L'album Scavenger, disponible au bout de votre clavier, c'est vraiment excellent. Alors, une exposition au Louvre-Lens. Hein. Vous savez que le Louvre-Lens, c'est un peu le Louvre des Belges. Nous sommes nombreux à y aller, heureusement d'ailleurs, parce qu'il faut soutenir le projet. C'est une exposition sur la musique dans l'Antiquité. Vous savez qu'on a extrêmement peu de sources musicales, d'enregistrements, a fortiori numériques d'ailleurs. Il n'y a pas de liste sur Spotify ou Deezer. Et donc là, une exposition avec des instruments très anciens, des vestiges de représentation musicale, des reconstitutions, des tentatives de reconstitution de chants de ces époques en Orient, en Égypte, en Grèce et à Rome. C'est jusqu'au 15 janvier de l'an prochain au Louvre-Lens. Estelle. Moi, je vous invite à découvrir le château de Vaux-le-Vicomte. C'est un Versailles avant l'heure qu'a créé Nicolas Fouquet. Et en fait, il a donné carte blanche à Lebrun, Le Vau, Le Nôtre. Les fameux jardins La Française de Le Nôtre sont nés à Vaux-le-Vicomte avant de se faire arrêter. Après une grande fête donnée le 17 août 1661. Louis XIV n'a pas aimé ce magnifique château. Puis après, il y avait des histoires de complot avec Colbert. Enfin bref, Nicolas Fouquet n'a pas vraiment profité de Vaux-le-Vicomte, mais c'est vraiment un endroit magnifique qui est resté dans son jus le XVIIe siècle. Il y a beaucoup de séries qui sont tournées là-bas. Marie-Antoinette de Sofia Coppola a été tournée là-bas. Aujourd'hui, il appartient à une famille, les Vauguet, qui ouvre donc ce magnifique château. Donc allez-y. Et sinon, il y a ce très joli livre qui est sorti sur ce lieu qu'a fréquenté très brièvement La Fontaine, Jean de La Fontaine, puisque Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV, était mécène de Jean de La Fontaine. Un personnage extraordinaire, Nicolas Fouquet, qui est comme surintendant des finances, confondait un petit peu ses finances et les finances de la France, et donc a construit ce château extraordinaire à travers lequel Louis XIV, effectivement, comme tu l'as bien expliqué, a vu une sorte d'offense à la monarchie absolue qu'il était. Et donc il a passé une vingtaine d'années en prison avant de mourir, le jour où il a appris qu'il allait être libéré. Ciao et on se retrouve la semaine prochaine. Shall I still? And please don't try to hold